La sexualité chez les mammifères que l'on connaît euh, est très liée en fait à l'acte reproducteur. Les comportements reproducteurs donc s'observent lors de périodes de fécondité, hein, notamment des femelles, et ces comportements sont très stéréotypés. Il n'y a que finalement chez nos proches cousins, hein, les chimpanzés, les gorilles, et évidemment dans notre espèce, que l'on rencontre une sexualité qui est relativement complexe. Elle dépend bien sûr de la culture, de l'éducation. L'acte sexuel est fondamentalement séparé de l'acte de procréation. Elle dépend bien sûr aussi de notre psychologie et elle est relativement compliquée par des questions de genre et d'identité sexuelle. En effet, on est biologiquement homme ou femme, mais beaucoup de personnes dans la société ne se vivent pas comme telles. Et du coup, cela amène à des conceptions donc, de la sexualité qui sont extrêmement différentes hein, chez l'humain par rapport aux autres mammifères. La question du choix aussi du partenaire hein, chez l'humain est compliquée par le fait que la préférence sexuelle est parfois homosexuelle. On est attiré par un individu de même sexe ou bisexuel. On est attiré par les deux sexes. Et une grande majorité d'entre nous étaient donc hétérosexuels attirés par le sexe opposé. Alors au début, bien sûr, à la fécondation, on ne peut pas connaître directement le sexe, il va falloir attendre, comme sur cette échographie, hein, la 11e semaine au moins de l'échographie, si le bébé est bien placé pour connaître le sexe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au début, l'appareil génital externe hein, est formé d'un gros tubercule que vous devinez au milieu là, entouré par un bourrelet génital. Et en fait, ce tubercule et ce bourrelet en fait, sont communs tout simplement au petit garçon et à la petite fille pendant les premières semaines de l'embryologie. À l'intérieur, l'appareil reproducteur n'est bien sûr pas différencié, c'est-à-dire qu'il n'est ni masculin ni féminin. On devine en fait des gonades qui peuvent devenir ou des testicules ou des ovaires en violet, et un ensemble de canaux en vert et rose ici, qui peuvent devenir ou chez le petit garçon futur les canaux déférents et l'urètre, ou chez la petite fille des trompes de Fallope. Tout commence au moment de la fécondation et tout dépend du bagage chromosomique que possède le spermatozoïde vainqueur. S'il possède un chromosome X ou un chromosome Y, nous aurons deux karyotypes différents. Le karyotype de masculin, caractérisé par deux chromosomes sexuels différents, X et Y, ou le karyotype de type féminin, caractérisé par deux chromosomes sexuels identiques, XX. Alors que se passe-t-il si le spermatozoïde m'a apporté le chromosome Y? En fait, ce chromosome Y possède un petit gène qu'on appelle le gène SRY, ou SRY, qui code pour une protéine, la protéine TDF. Cette protéine TDF va influencer le devenir de cette gonade indifférenciée et sous son action, elle va se transformer en testicule. Les testicules. Ils sont constitués de nombreux tubes hélicoïdaux minuscules. La longueur totale de ces tubes peut atteindre 800 mètres dans chacun des testicules. Et un spermatozoïde met 10 semaines à se développer. Voici l'intérieur de l'un de ces tubes dans lequel se trouve la chaîne de montage des spermatozoïdes.
Les cellules souches sont accrochées le long des parois des tubes. Puis elles se divisent et se déplacent vers le centre du conduit pour entamer leur période de maturation. Au fil des semaines, ces cellules développent une tête, un col et une queue appelée flagelle. Quand je suis une fille, je possède 2 chromosomes X. Je ne possède donc pas de chromosome Y, ni de protéine TDF, ce qui fait que mes gonades indifférenciées se transforment en ovaires. Alors pendant en gros les 10 premières années de vie, hein, depuis la fécondation, eh bien l'appareil reproducteur est développé, mais il n'y a absolument pas, il ne fonctionne pas, et il est au repos. En fait, il faut attendre cette période qu'on appelle la puberté, hein, pour que l'appareil reproducteur se réveille. Et chez le garçon, ça commence, ça se voit en fait par les premières éjaculations. Il y a donc émission de sperme et donc fabrication de spermatozoïdes. Et chez la fille, hein, ces manifestations vont passer par les premières règles, ce qui signale en fait que l'utérus est fonctionnel, la muqueuse utérine se développe régulièrement, et que les ovaires expulsent donc un ovule de façon rythmique. Alors la puberté chez le garçon, elle est marquée donc par cet ensemble de caractères, hein, que vous voyez dans ce tableau. Les caractères sexuels secondaires notamment, qui ne sont pas directement sexuels, qui ne touchent pas l'appareil reproducteur, mais qui touchent un ensemble de caractéristiques, comme la voix, la musculature, etc. Et chez la fille, donc aussi, hein, un développement donc, des caractères sexuels secondaires différents au niveau du bassin, le développement de la poitrine, etc. Dans le testicule, nous avons 2 types de cellules. Nous avons ici des cellules interstitielles ou cellules de Leydig responsables de la sécrétion de testostérone. Et nous avons entre les cellules germinales ici des cellules de Sertoli, que l'on voit mieux par ici, qui fabriquent une hormone très particulière qu'on appelle l'hormone antimullérienne. Alors ici, une petite expérience qui est très intéressante sur laquelle on peut voir qu'on a pris donc une souris mâle témoin, une deuxième souris chez laquelle on a détruit la moelle épinière et chez qui il y a donc apparition tout à fait classique, hein, de la puberté. Une castration, troisième souris chez qui on pratique une castration, donc l'ablation, hein, l'enlèvement des testicules. À ce moment-là, il n'y a plus de développement des caractères sexuels secondaires. Une quatrième souris chez qui on pratique une castration, mais à qui on greffe des testicules. Et à ce moment-là, les caractères sexuels secondaires apparaissent normalement. Et enfin, une castration et une injection de testostérone qui reproduit aussi absolument les caractères sexuels secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces expériences? Eh bien, entre la 1 et la 2, le fait d'avoir sectionné la moelle épinière, c'est le seul facteur qui change entre la souris 1 et 2. Eh bien, comme il n'y a pas de résultat qui change, on peut indiquer que le système nerveux n'est pas impliqué, en tout cas la moelle épinière n'est pas impliquée dans ce déclenchement de la puberté. Entre la souris 1 et 3,
le seul facteur qui change, c'est la castration. Donc la disparition des caractères sexuels chez la souris 3 est forcément due à la disparition des testicules, et j'en déduis donc que les testicules interviennent dans les caractères sexuels secondaires. Entre la 3 et la 4, le seul facteur qui change, c'est la greffe de testicules. On a castré les deux animaux, mais la quatrième souris a reçu une greffe de testicules et ça reproduit les caractères sexuels secondaires. Ce qui fait que cette greffe de testicules rétablit la fonction. Si bien que ça confirme que le testicule est bien impliqué dans l'apparition de ces caractères. Et enfin, si je compare la 3 et la 5, le seul facteur qui change, c'est l'injection de testostérone. Donc la 3 n'a pas de caractère sexuel secondaire qui se développe, par contre la 5 avec l'injection de testostérone, si. Et ça confirme donc l'intervention du testicule par la sécrétion de testostérone. Alors comment cela se fait-il que ça fonctionnait avec la castration plus la greffe? Eh bien tout simplement, quand on fait un greffon d'un organe, c'est la circulation sanguine qui le prend en charge et il communique avec le reste de l'organisme par le sang. Vont libérer dans le sang une hormone qu'on appelle donc la testostérone. Cette testostérone se répand dans tout l'organisme par la circulation sanguine et va venir agir sur des organes différents qui vont être responsables, en changeant leur fonctionnement, du développement des caractères sexuels secondaires. Il peut s'agir des muscles du thorax, il peut s'agir du larynx qui va faire muer la voix, du développement de la pilosité sur la peau, etc. Il s'agit ici de ce qu'on appelle une communication hormonale. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un organe qu'on dit endocrine qui produit une hormone, les testicules. Cette hormone, qui est un véritable messager qui va transiter par le sang et qui va venir agir sur ce qu'on appelle un organe cible qui lit le message et change son comportement, sa façon de fonctionner. Quand ces trois conditions sont réunies, organe endocrine, hormone et organe cible, on parle d'une communication hormonale et elle passe par le sang. Ce sont les ovaires qui sont responsables de la production d'un ensemble d'hormones qu'on appelle des œstrogènes, qui, comme pour la testostérone, vont se répandre dans l'organisme via le sang et avoir une action sur les organes qui vont mettre en place le développement des caractères sexuels secondaires. On retrouve ici le principe d'une communication hormonale, puisque les ovaires sont des organes endocrines qui produisent des œstrogènes. Les œstrogènes sont des hormones messagers qui circulent via le sang et qui vont agir sur des organes cibles qui lisent le message et changent leur comportement. Ainsi, nous avons prouvé que l'apparition des caractères sexuels secondaires, comme le développement des seins, des poils pubiens, le pic de croissance, sont bien dus à la libération d'œstrogènes qui intervient chez la fille vers 10-11 ans. Chez le garçon, cette libération, cette fois de testostérone, intervient plus vers 12-13 ans et est aussi responsable donc du développement des caractères sexuels secondaires que sont le développement du pénis, des poils pubiens et aussi du pic de croissance. L'hypophyse, en bleu ici sur cette petite souris, est une glande à la base du cerveau. Ici, chez l'humain, on peut la localiser. À la base du cerveau, ici, cette petite protubérance qui est reliée en fait au cerveau, à l'hypothalamus. Si bien qu'on appelle ce complexe-là le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire hypothalamus-hypophyse. Chez une souris, lorsque on n'opère aucun changement, eh bien, on s'aperçoit que
son développement est normal. Si on enlève l'hypophyse à une souris, par contre, on se rend compte de l'absence de développement des caractères sexuels secondaires et de l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Comme l'ablation, le fait d'enlever, l'ablation de l'hypophyse est le seul facteur qui change entre ces deux souris, on est fondé à dire que on a donc une preuve que les gonades, ici les ovaires, et c'est la même chose pour les testicules, sont sous le contrôle du cerveau via cette hypophyse. Alors quel est le rôle du cerveau en fait dans ce contrôle? Eh bien, l'hypophyse que nous avons découvert en fait est en contact avec l'hypothalamus qui est en marron ici sur cette image. L'hypothalamus libère en fait ce qu'on appelle une neurohormone. Neuro parce que c'est le cerveau qui la libère, mais c'est une hormone parce qu'elle est libérée dans le sang. Et cette GnRH, donc cette neurohormone, va venir stimuler l'hypophyse qui, elle, va sécréter deux hormones, la FSH et la LH. Ces deux hormones LH-FSH vont agir au niveau de l'ovaire sur ce qu'on appelle les follicules. Mais qu'est-ce qu'un follicule? C'est un ensemble de cellules qui vont se diviser et nourrir le futur ovule. Certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère, et le cycle recommence. La LH et la FSH vont donc agir sur l'ovaire, la FSH spécifiquement sur les follicules et permettre leur développement, et c'est le follicule en développement qui sécrète les œstrogènes, ici le stradiol. La LH, elle, est surtout impliquée en milieu de cycle pour provoquer l'ovulation. Alors chez l'homme, c'est exactement le même axe hypothalamo-hypophysaire qui est impliqué. Les hormones sont exactement les mêmes. La GnRH est sécrétée par l'hypothalamus. Elle vient agir sur l'hypophyse qui sécrète à la fois la FSH et la LH. La FSH va essentiellement jouer un rôle sur les cellules de Sertoli pour booster et provoquer la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes, alors que la LH joue en fait un rôle sur les cellules de Leydig qui fabriquent la testostérone. Et voilà comment, à la puberté, entre 10 et 13 ans en moyenne, chez le garçon et la fille, l'appareil reproducteur va se mettre à fonctionner alors qu'il est formé depuis la naissance et déterminé depuis la fécondation, mais il est au repos une bonne dizaine d'années.